Questions orales. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, aujourd'hui, je vais rencontrer le Premier ministre pour parler du 10e budget libéral. Nous, les conservateurs, voulons un budget abordable pour que les Canadiens aient une vie abordable. Monsieur le Président, mais le Premier ministre a brisé sa promesse de dépenser moins. Il a doublé le déficit qu'il a hérité de son gouvernement. Et maintenant, l'inflation est en hausse. En fait, toutes les mesures sont plus élevées que le cible de la Banque du Canada. Est-ce que le Premier ministre va accepter nos revendications pour un budget abordable et une vie abordable pour les Canadiens? Bravo. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce sera un budget abordable et un budget audacieux. Abordable en ce qui concerne les dépenses opérationnelles. On va avoir un assainissement des dépenses opérationnelles. Mais on va investir au Canada. Ce sera le plus grand investissement dans notre pays, dans notre histoire. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est exactement ce que ce gouvernement libéral a promis il y a 10 ans. Mais le résultat, ils ont doublé la dette, doublé les files d'attente aux banques alimentaires, doublé le coût du logement et les investissements sont tombés plus ici au Canada que dans tous les pays du G7 et dans toute l'histoire du Canada. Aujourd'hui, il y a 2 millions de Canadiens qui doivent faire recours aux banques alimentaires et l'inflation alimentaire est en hausse galopante aujourd'hui. Est-ce que le Premier ministre va apprendre de ses erreurs, réduire les déficits et éliminer les taxes cachées sur la nourriture? Bravo. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme je viens de dire, ce sera un assainissement des dépenses opérationnelles pour la première fois dans une décennie dans ce pays. Deuxièmement, en ce qui concerne le taux d'inflation, ce sera le 21e mois que le taux d'inflation ici au Canada est au cible de la Banque du Canada. C'est 2,4 et la fourchette est 1 à 3. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, aujourd'hui, le Premier ministre et moi allons nous rencontrer pour parler du 10e budget libéral déficitaire. Nos priorités conservatrices visent un budget abordable pour une vie abordable pour les Canadiens et les Canadiennes. Le premier ministre a promis qu'il allait dépenser moins, mais ses dépenses déficitaires sont 100 % plus élevées que prévu. Il avait dit qu'on devrait le juger selon le prix du panier d'épicerie. Eh bien, les prix alimentaires augmentent au double de la cible de la Banque du Canada et l'inflation est de nouveau hors de contrôle. Le premier ministre va-t-il apprendre des échecs inflationnistes du gouvernement libéral et accepter notre plan pour un budget abordable pour créer une vie abordable? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le prochain budget va assainir les dépenses opérationnelles. Nous allons équilibrer nos dépenses au cours des 3 prochaines années, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons investir au Canada. Nous allons avoir les plus grands investissements dans une génération au Canada. Nous allons avoir le plan de diversification commerciale le plus ambitieux de notre histoire. Nous allons faire tout ce que nous devons pour aider les Canadiens à prendre de l'avance comme ils ont pris de l'avance à chaque mois depuis que je suis devenu premier ministre. L'honorable chef de l'opposition. Canadians. Selon ce premier ministre, les Canadiens n'ont jamais eu une aussi belle vie. Si vous êtes une mère monoparentale qui allez faire l'épicerie, vous voyez les prix qui augmentent. Si vous êtes un aîné qui doit choisir entre se nourrir ou chauffer sa maison, si vous êtes l'un des innombrables Canadiens qui voit que le prix du café a augmenté de 41 % depuis que ce premier ministre est arrivé au pouvoir, que les prix alimentaires ou que l'inflation alimentaire est 2 fois plus élevée que la cible, ou si vous êtes un des 2 millions de Canadiens qui font la file dans une banque alimentaire, le premier ministre vient de vous dire que la vie n'a jamais été aussi belle au Canada. Comment ce premier ministre peut-il être si coûteux et si déconnecté de la réalité? Le très honorable premier ministre. Bon, Monsieur le Président, il est temps de nouveau
pour une leçon économique. Prendre de l'avance, ça veut dire que les salaires sont plus élevés que l'inflation. Regardons la relation entre l'inflation et les déficits. Le taux d'inflation au Canada, le taux d'inflation alimentaire est, selon la moyenne de l'OCDE, nous avons l'inflation la moins rapide de l'OCDE. Nous allons utiliser notre déficit pour faire croître l'économie comme jamais auparavant au Canada. L'honorable chef de l'opposition. Donc, le premier ministre répond à la mère monoparentale, aux propriétaires de petites entreprises ou à l'aîné que c'est à lui de vous donner des leçons économiques. Nous constatons que les prix augmentent. L'honorable député sait très bien qu'il doit s'adresser à la présidence. Il y a beaucoup de bruit en chambre. Le député peut reprendre sa question du début. Monsieur le Président, le premier ministre ferait la leçon aux Canadiens qui font la file devant une banque alimentaire. Il leur dit que la vie n'a jamais été aussi belle au Canada, que les Canadiens devraient apprécier toutes les promesses qu'il a faites, les promesses qu'il n'a même pas encore commencé à remplir, que les Canadiens devraient être reconnaissants que le prix du bœuf a augmenté de 14 %, que le prix du porc a augmenté de 14 %, que les grains de café ont augmenté de 41 %. Les Canadiens devraient-ils être reconnaissants de ces leçons d'économie? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous avions promis de réduire les impôts pour les Canadiens. 22 millions de Canadiens ont vu leurs impôts être diminués. Nous avions promis de réduire les impôts pour les premiers acheteurs d'une maison. Nous les avons diminués. Nous avions promis d'éliminer la taxe carbone. Elle a été éliminée. Et nous avions promis de construire un Canada plus fort. Le 4 novembre, la Chambre aura l'occasion de se prononcer. Serez-vous avec nous pour aider les mères monoparentales, pour aider les Canadiens et les Canadiennes? Encore une fois, je rappelle aux honorables députés qu'ils doivent s'adresser à la présidence. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, je pense que le premier ministre voulait dire « Allez-vous être avec nous pour appuyer les banquiers, les grands investisseurs qui vont profiter du doublement de la dette nationale. » Le premier ministre a doublé les déficits qu'il a hérités de l'ancien gouvernement libéral, des déficits qui étaient déjà énormes et hors de contrôle, et l'inflation a immédiatement commencé à augmenter. 4 indicateurs sont à l'extérieur de la cible de la Banque du Canada. Les 4 indicateurs sont au-dessus de la cible de 2 %. Plus ce premier ministre dépense, plus les choses coûtent cher au Canada. Va-t-il au moins reconnaître que chaque dollar qu'il dépense vient de la poche des Canadiens qui travaillent fort? Le très honorable premier ministre. Mr. Speaker. Monsieur le Président, nous investissons pour redonner de l'argent aux travailleurs canadiens. Nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Monsieur le Président, nous voulons redonner encore plus d'argent aux Canadiens qui travaillent fort. C'est pourquoi nous aurons le budget le plus ambitieux, le programme d'investissement en capital le plus ambitieux, le programme de construction de logements le plus ambitieux, les dépenses en défense les plus ambitieuses dans l'histoire de notre pays et la stratégie de compétitivité climatique la plus ambitieuse de l'histoire du Canada. Député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, l'entreprise Packard de Sainte-Thérèse de Blainville, fabricant de camions, vient de procéder à 300 nouvelles mises à pied suite à l'imposition de tarifs de 25 % par la Maison-Blanche. 6 mois après l'élection, qui, grâce à ce premier ministre, devait disposer de même des tarifs et de la négociation commerciale. Est-ce que le premier ministre assure les travailleurs et l'entreprise que coûte, les emplois et l'entreprise seront protégés? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous sommes très déçus par la situation au Packard, à Stellantis, puis à GM, dans le secteur d'automobile. Je sais. Et nous avons
déjà le meilleur accord avec les États-Unis. Nous avons le plus bas tarif pour les autos et les camions. Mais nous travaillons et nous négocions avec les Américains. Mais on va assurer les travailleurs du Packard, comme l'a mentionné M. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Si ça, c'est le meilleur accord, Monsieur le Président, je ne veux pas voir le pire. Et ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Les gens ont besoin d'un minimum de certitude. Est-ce que le premier ministre peut nous assurer, hors de tout doute, notamment suite à l'abandon de la taxe de 3 % sur les géants du Web, que l'exception culturelle sera protégée dans la négociation sur les tarifs et que la gestion de l'offre sera protégée dans son intégralité, incluant la transformation et dans les pourcentages, sans aucun compromis. Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je peux assurer la Chambre. On va protéger la gestion de l'offre dans les négociations. On va protéger la culture québécoise et la culture canadienne dans les négociations. Tout en point final. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Avant le point final, il faut mettre intégralement. Maintenant, on a la situation de la forêt. Et là, on ne parle plus de protection. On parle littéralement de sauvetage. La forêt, les industries forestières subissent une crise pire que celle de 2008. Les fermetures, les mises à pied se multiplient. Des centaines d'emplois viennent d'être perdus à Saint-Michel-des-Saints. Est-ce que le premier ministre peut nous garantir que face à des tarifs et des droits compensatoires de 45 % il y aura un plan de sauvetage immédiat, complet de l'économie des régions forestières du Québec? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, il y a un plan, il y a des initiatives. La ministre de l'Industrie vient d'annoncer une initiative qui va fournir le financement pour le secteur forestier au Québec et à travers le Canada. Un projet de financement de la Banque de développement canadien. Il y a aussi le fonds de stratégie, le fonds de renouvellement stratégique dans le secteur forestier. C'est un plan dans l'ensemble et un plan complet. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre essaie de faire fi de l'existence des taxes cachées libérales sur l'épicerie. Mais l'expert en matière d'alimentation, le professeur en matière d'alimentation, Sylvain Charlebois, dit l'inverse. Il dit la taxe carbone industrielle existe encore. Il faisait référence au fait que les agriculteurs paient la taxe sur l'acier qui va dans leur équipement agricole, ainsi que sur les fertilisants. Le premier ministre attend-il vraiment à ce que les Canadiens croient que la taxe industrielle payée par les agriculteurs ne se répercute pas sur leur facture d'épicerie? Le très honorable premier ministre. Non. Mr. Speaker. Monsieur le Président, je vais citer des recherches indépendantes, l'Institut climatique canadien, qui démontre que l'impact de la taxe carbone industrielle, l'impact net sur les prix alimentaires, est en moyenne 0. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre s'attend à ce qu'une soi-disant institution experte financée par le gouvernement détient la réalité, alors que, bien sûr, dans le vrai monde, si on taxe ceux qui cultivent les aliments, on taxe les aliments eux-mêmes. Ce grand expert a dit à CTV en Nouvelle-Écosse que les Canadiens n'utilisent même plus d'acier. Ne reconnaît-il pas, ne sait-il pas qu'il y a de l'acier dans les tracteurs agricoles, dans l'équipement agricole, dans tous les équipements qui sont utilisés sur une ferme et que, bien sûr, les coûts se répercutent sur la facture d'épicerie?
J'espérais que l'on termine après 15 heures, mais ce ne sera peut-être pas possible aujourd'hui, l'honorable leader du gouvernement de la Chambre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme de l'autre côté de la Chambre aujourd'hui. En fait, depuis le début de la semaine, depuis le début du mois, depuis le début de la session, on entend parler de ces taxes imaginaires. Les taxes imaginaires qui ont été inventées par le chef de l'opposition, mais que personne d'autre ne semble être en mesure de voir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un budget, il y aura des chiffres que le chef de l'opposition pourra lire et il ne trouvera aucune taxe sur les aliments et il n'y aura jamais de taxe sur les aliments. L'honorable chef de l'opposition. Bon, nous sommes tous déçus d'apprendre que les libéraux pensent que les Canadiens qui voient l'augmentation du prix des aliments à un rythme sans précédent s'imaginent des choses. Nous sommes également déçus d'apprendre que ce premier ministre ne peut prendre sa place en Chambre et répondre à des questions réelles sur le prix des aliments au Canada. Ce n'est pas seulement la taxe industrielle sur le carbone, c'est également le règlement sur les carburants du gouvernement qui, selon le ministère du premier ministre, va augmenter le coût de l'essence de 17 cents pour les agriculteurs, pour les camionneurs. Donc, le premier ministre attend-il à ce que les consommateurs ne s'en rendent pas compte? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Merci, Monsieur le Président. Ce qui n'est pas imaginaire, c'est que les Canadiens savent sur qui ils peuvent se compter. Ils regardent En fait, ils voient que les conservateurs votent contre leurs intérêts, que ce soit, par exemple, pour le programme alimentaire dans les écoles, que ce soit pour les services de garderie. En fait, le coût moyen des garderies est rendu à 16 $ par jour au Canada. Ce sont des économies réelles pour les familles canadiennes. Et la seule chose imaginaire, c'est ce que les conservateurs s'imaginent. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est malheureux que le premier ministre refuse de répondre aux questions et de débattre des répercussions de ces taxes sur le prix des aliments au Canada. C'est la même chose avec le secteur automobile. Le premier ministre avait promis de négocier un accord qui serait une victoire. Pourtant, toujours pas d'accord, pas de victoire, et on ne voit pas les libéraux qui se battent. Aujourd'hui, PACCAR au Québec. Emplois qui sont perdus. Last week, we saw... La semaine dernière, nous avons vu que c'était à Ingersoll avec l'usine Cami et avant ça, l'usine GM à Oshawa. Le premier ministre est-il en train de trahir le secteur automobile dans sa volonté de plier les chines devant le président américain? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le travail d'équipe, ce n'est pas un travail d'individuel, mais l'équipe conservatrice semble être l'équipe d'un seul homme. Nous allons négocier le meilleur accord avec les Américains. Nous avons les plus faibles tarifs dans le secteur automobile. Le très honorable premier ministre du départ. Monsieur le Président, il faut faire un travail d'équipe et l'équipe conservatrice est l'équipe d'un seul homme. Voici ce qu'a compris l'équipe libérale. Nous avons la meilleure entente avec les États-Unis de tous les pays du monde. Nous avons les tarifs les plus bas sur les autos et les camions. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous négocions un nouvel accord sur l'acier, l'aluminium, l'énergie et bien sûr sur les autos. L'honorable chef de l'opposition. La question portait sur les emplois et le premier ministre nous lance une soupe d'alphabet. On parle de quelqu'un qui est censé négocier un accord victorieux pour le Canada, quelqu'un qui allait négocier un accord d'ici le 21 juillet, quelqu'un qui disait qu'il allait se battre contre les Américains. Mais depuis ce temps, il ne semble pas être en mesure de se battre. Les Canadiens et les Canadiennes ont besoin de ces emplois. Il a promis de protéger ces emplois. Le premier ministre va-t-il se prononcer aujourd'hui? Regarder les travailleurs de l'Ontario, du Québec, de l'île du Prince-Édouard et leur dire pourquoi il les a trahis. L'honorable ministre
responsable du commerce entre le Canada et les États-Unis. Monsieur le Président, notre gouvernement n'a aucune misère à regarder les travailleurs droit dans les yeux, que ce soit dans le secteur automobile ou dans tous les secteurs au Canada, pour dire que nous nous battons pour leurs emplois, que nous tenons tête aux Américains pour leurs tarifs illégitimes. Nous négocions ce que nous pensons être un accord qui sera dans le meilleur intérêt des travailleurs et des travailleuses canadiennes ainsi que de l'économie canadienne. Et nous le faisons également en prenant des mesures pour protéger ces secteurs au Canada. C'est la raison pour laquelle on nous a élus et c'est pourquoi le premier ministre fait la même chose que tous les autres députés de ce côté-ci de la Chambre. Honorable chef de l'opposition, ce n'est pas ce qu'avait promis ce premier ministre. Il avait promis de négocier un accord victorieux, qu'il y aura un accord en place d'ici le 21 juillet. Aucune de ces deux choses ne se sont matérialisées. Il a dit aux travailleurs du secteur automobile qu'il allait protéger leur emploi, mais qu'il allait également créer une chaîne d'approvisionnement ici même au Canada. Une chaîne qui est aujourd'hui démantelée. Ce n'est pas seulement son échec qui est manifeste, c'est également son obligation d'achat de véhicules électriques qui a ralenti les investissements dans le secteur automobile au Canada. Le premier ministre va-t-il prendre ses responsabilités pour cela et annoncer la fin de l'obligation d'achat de véhicules électriques pour que les travailleurs puissent retourner au travail? Monsieur le Président, pour ce qui est des travailleurs du secteur automobile, ils savent que nous sommes là pour nous battre pour leur emploi. Savez-vous pourquoi, Monsieur le Président? Parce que les fabricants d'auto canadiens sont les meilleurs au monde et les travailleurs canadiens sont les meilleurs au monde. Nous allons faire en sorte que Stellantis respecte ses obligations. Nous allons rencontrer GM demain à Ottawa. Nous allons rapatrier un modèle de véhicules à cette usine et nous serons là également pour les employés de Packard à Sainte-Thérèse. Okay, what about Gould? Okay, so We have, yeah, I think. okay, okay. Excuse me. L'honorable député. We have one more conservative. Oui. Okay. The honorable. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les échecs du premier ministre ne visent pas juste les États-Unis. Il avait promis de défendre les agriculteurs de l'ouest du Canada, mais les tarifs sur le canola ont doublé. En réponse à cette situation, le premier ministre a donné au régime communiste en Chine un prêt d'1 milliard de dollars financé par les contribuables pour que l'on puisse avoir des navires chinois et il a également accepté d'éliminer les tarifs sur l'acier chinois. Pourquoi, en plus de trahir les travailleurs du secteur automobile canadien, récompense-t-il des dictatures étrangères? L'honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur le Président, notre nouveau gouvernement est élu pour diversifier notre commerce international avec les partenaires fiables. Nous sommes dans une économie mondiale volatile, nous défendons nos intérêts agricoles, nous expandons nos exportations et nous travaillons avec les agriculteurs à chaque niveau, Monsieur le Président. Honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le Président, le service est pire que jamais à l'Agence de revenus du Canada. La vérificatrice générale confirmait hier que 8 ans après un rapport accablant de son bureau, les services aux citoyens à l'Agence ont dégénéré. La situation ne s'est pas améliorée. Seulement 5 % des citoyens ont réussi à parler à un agent à l'intérieur de la norme de service de 15 minutes. 5 %. Les libéraux ne peuvent pas prétendre qu'ils n'étaient pas au courant. La VG les avait avertis dès 2017 et ils n'ont tout simplement rien réglé. Après 8 ans d'inaction, quand est-ce que les libéraux vont prendre leurs responsabilités? Les gens sont tannés d'attendre. L'honorable secrétaire parlementaire à la ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, merci. Nous sommes en action, Monsieur le Président. Déjà, le ministre des Finances a ordonné à Revenu Canada de procéder à une examination de ces procédés et nous allons leur donner les ressources financières nécessaires pour engager du personnel et avoir de l'équipement pour répondre à ces enjeux qui sont très importants, Monsieur le Président. Honorable député de Mirabel.
Monsieur le Président, là, ça ne s'améliore pas à l'Agence du revenu du Canada. La vérificatrice générale confirmait hier ce qu'on sait déjà, c'est qu'ils répondent même plus au téléphone, mais il y a pire encore, Monsieur le Président. La VGA nous révèle que quand vous réussissez finalement à parler à l'Agence, bien, dans 17 des cas seulement, on vous donne des bonnes réponses. 17 Monsieur le Président. Concrètement, ça veut dire que vous avez autant de chances d'avoir une bonne réponse de l'Agence qu'une réponse en français du premier ministre. Quand est-ce que le ministre va régler ce fiasco-là? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous n'avons pas attendu le rapport de la vérificatrice générale pour entrer en action. Nous avons déjà envoyé des instructions assez claires à l'Agence du revenu pour modifier ses procédés, pour engager du monde. Oui. Quel spectacle édifiant, Monsieur le Président. On parle par-dessus tout le monde. On se dirait comme à la garderie, Monsieur le Président. Come on. Alors, nous sommes en action, Monsieur le Président, et nous allons améliorer les services à l'Agence du revenu. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix. Monsieur le Président, au Québec, les loyers ont bondi de près de 10 %, soit le double de la moyenne canadienne. Quand on sait que les familles dépensent près de 50 % de leurs revenus pour se loger et se nourrir, c'est une tendance inquiétante. Pendant ce temps, le gouvernement libéral continue d'alimenter ces déficits inflationnistes qui font grimper le prix de tout, de l'épicerie au coût de la pompe, au prix des maisons. Après 10 ans de déficit et de promesses brisées, les familles de Montmorency-Charlevoix et du Québec n'en peuvent plus. Est-ce que le premier ministre va finalement reprendre le contrôle des finances et rendre la vie des Canadiens abordable? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'aimerais informer la Chambre. Premièrement, l'inflation au Canada est sous contrôle. Ouais. 2,4 %, Monsieur le Président. La cible de la Banque du Canada, 1 et 3. Nous sommes à 2,4 %. Ça fait 21 mois qu'on est dans la cible de contrôle. Deuxièmement, Monsieur le Président, il n'y a pas de lien entre les déficits du gouvernement et l'inflation. L'inflation, c'est un événement mondial, Monsieur le Président. Covid, guerre en Ukraine, augmentation du prix des pétroles, ça vous dit quelque chose? Encore une fois, on ne s'adresse pas directement au président. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix. Monsieur le Président, dans Montmorency-Charlevoix, les familles, les aînés et les entrepreneurs n'arrivent plus à suivre le rythme. Les économistes nous disent qu'on est dans une économie de récession. Le coût du logement a explosé, près de 10 % de hausse des loyers au Québec, pendant que les taux d'intérêt alimentés par les déficits libéraux étranglent les propriétaires et les PME. Les libéraux ont promis de s'occuper de la classe moyenne, mais ce qu'ils ont fait, c'est de la mettre à genoux. Quand le premier ministre va-t-il cesser de faire payer le prix de l'inflation de ses déficits aux familles et mettre un frein à ces dépenses irresponsables? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Puis à la lumière des échanges qu'on a durant cette période des questions, il est évident que les économistes sont de ce côté-ci de la Chambre, ne sont pas de ce côté-là de la Chambre. Maintenant, quand il veut parler des familles de Montmorency-Charlevoix, qu'est-ce qu'il a à leur dire quand il a voté contre, lui et son parti, l'allocation canadienne pour enfants qui en aide des milliers, quand il a voté contre le régime canadien de soins dentaires? Le chef de l'opposition pense que ça n'existe même pas alors que c'est 6 millions de Canadiens qui y ont accès. Monsieur le Président, ils n'ont aucune leçon à nous donner quand il s'agit d'aider les familles canadiennes. C'est ce qu'on fait jour après jour. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Terranova, les Péninsules. Monsieur le Président, lorsque ce gouvernement crée des déficits en dépensant plus qu'il ne perçoit en impôts, cela crée de l'inflation, ce qui coûte aux Canadiens plus cher lorsqu'ils font l'épicerie, lorsqu'ils font le plein d'essence et partout. Les nouvelles données sur l'inflation confirment que les Canadiens croulent sous le poids de ces déficits libéraux. Les 3 mesures de l'inflation de base sont alarmantes. Dans la dernière année, les prix alimentaires ont augmenté de 4 % et l'inflation des loyers de près de 5 %. Quand les libéraux vont-ils finalement maîtriser leur déficit pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens?
plutôt que de chercher à dépenser plus que Justin Trudeau. L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, notre gouvernement veut faire les investissements qui vont aider les Canadiens à prendre les devants, que ce soit en investissant dans le logement abordable, dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour que les familles puissent gagner de meilleurs salaires. C'est ce que nous visons à faire. Les Canadiens le savent également. Ils ne font pas confiance à ceux d'en face pour protéger leurs intérêts ou pour penser à long terme qui mènera à de meilleurs résultats pour eux et leurs familles. C'est pourquoi nous sommes de ce côté-ci de la Chambre. L'honorable député de Mission-Matsky, Abbotsford. Je représente une région du Canada où il y a beaucoup de fabricants qui sont écrasés par la taxe carbone sur les grands émetteurs et l'inflation croissante. En passant des pièces d'acier aux automobiles et la transformation alimentaire, les fabricants ne peuvent pas être concurrentiels lorsque le prix de tout continue de croître et que les entreprises portent le fardeau administratif excessif. Donc, le premier ministre va-t-il éliminer ces politiques telles que le registre des plastiques qui impose un fardeau inutile et qui ne fait rien pour améliorer la compétitivité et ne protège pas l'environnement? L'industrie. Monsieur le Président, bien entendu, nous allons être là pour attirer des talents, des investissements et pour protéger les emplois tout en créant des emplois. Pour ce qui est de la création d'emplois dans le secteur de manufacturier, nous allons le faire par l'entremise de notre stratégie en défense. Et partout au pays, nous avons déjà annoncé 5 grands projets d'une valeur de 60 milliards de dollars en capitaux privés. Et nous allons bientôt annoncer de nouveaux projets avant le 16 novembre. L'honorable député de Mission-Maskey, Abbotsford. Si la ministre de l'Industrie devait porter le fardeau administratif excessif avec lequel doivent composer les entreprises, elle agirait différemment en cette Chambre. Prenez par exemple le secteur de l'alimentation qui a des marges bénéficiaires très minces. Après 10 ans de déficits libéraux, l'inflation des denrées alimentaires continue d'augmenter. Elle a augmenté de 4 % cette année, ce qui force les restaurants à augmenter leurs prix et à engranger moins de profits. Ce gouvernement est prêt à parler des coûts avec lesquels les entreprises doivent composer ou veut-il continuer à faire augmenter l'inflation, à dépenser, alors que les créateurs d'emplois en paient les frais? L'honorable ministre de la Condition féminine. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement comprend l'importance des industries canadiennes et c'est pour cela que nous avons introduit la politique d'Acheter canadien afin d'appuyer les petites entreprises et leur donner des occasions de réussir ici au Canada. Nous avons aussi aidé les petites entreprises les plus durement touchées par les tarifs douaniers en augmentant les prêts de la Banque du Canada jusqu'à 5 millions de dollars et en lançant le fonds de réponse stratégique pour que les entreprises puissent s'adapter à ces temps difficiles. Nous avons aussi réduit le fardeau administratif, au contraire de ce que a dit mon collègue. Ces mesures vont aider à appuyer les entreprises et les travailleurs canadiens. Bonne semaine de la petite entreprise, Monsieur le Président. L'honorable député de Carleton. Monsieur le Président, l'indépendance est essentielle aux opérations de la GRC. Le chef actuel du Parti conservateur a critiqué de manière imprudente la GRC. Son caucus ne veut pas en parler et même un ancien ministre conservateur a affirmé que ses commentaires étaient grossièrement imprécis. Le ministre de la Sécurité du public peut-il réitérer l'importance de l'indépendance de la GRC qui veille à la protection de tous les Canadiens? L'honorable ministre de la Sécurité du public. J'aimerais remercier l'honorable député de Carleton de son importante question. Le chef de l'opposition a fait des commentaires irresponsables au sujet de la GRC. La GRC joue un rôle intégral dans la sécurité des Canadiens et du Canada. C'est une organisation indépendante qui respecte l'État de droit. Que le chef conservateur remette en question l'intégrité de la GRC est inacceptable. Il doit retirer ses commentaires sans équivoque et présenter ses excuses à la GRC et à ses agents qui protègent nos citoyens et ce pays. L'honorable député de Middlesex, London.
Monsieur le Président, les familles qui travaillent à l'usine Cami sont mis à pied et le secteur automobile ne tient qu'à un fil. La politique libérale sur les véhicules électriques n'est qu'un slogan et non un plan. C'est une chimère qui a coûté des milliards de dollars en subventions des contribuables qui ne ramène rien. Les fabricants automobiles délocalisent leurs entreprises aux États-Unis. Le premier ministre va-t-il dire aux travailleurs du secteur automobile au chômage que ce sont ces politiques désastreuses qui ont délocalisé des entreprises? L'honorable ministre de l'Industrie, je veux m'exprimer en termes clairs. Ce qui se passe dans le secteur automobile est lié aux tarifs douaniers imposés par les Américains. Pour ce qui est de la politique libérale sur les véhicules électriques, eh bien, moi-même et le premier ministre sommes à travailler avec le secteur pour tenter de trouver des solutions. Et pour ce qui est des travailleurs eux-mêmes, nous allons toujours les appuyer. Nous allons exiger des comptes de la part de Stellantis et pendant ce temps, nous travaillons avec GM pour amener un nouveau modèle automobile à l'usine d'Ingersoll, car bien évidemment, ces travailleurs doivent être appuyés et nous allons bâtir un Canada fort. L'honorable député de Middlesex London. Monsieur le Président, ce n'est que des paroles creuses de la part des libéraux qui ne font rien pour aider les gens. Les familles qui travaillent à Cami s'inquiètent de payer leur hypothèque et de nourrir leur famille. Après avoir donné des milliards en subventions, eh bien, ces chômages sont le résultat de l'échec des libéraux à négocier une garantie d'emploi. Et donc, les fournisseurs de pièces automobiles, les camionneurs et les petites entreprises souffrent des politiques libérales. Donc, le premier ministre va-t-il regarder les travailleurs du secteur automobile dans les yeux et leur expliquer pourquoi il a échoué à protéger leurs emplois? L'honorable ministre de l'Industrie. L'honorable ministre de l'Industrie. Le premier ministre travaille avec Doug Ford. Je travaille avec Vic Vitelli et nous travaillons avec les représentants d'Unifor pour amener un nouveau modèle automobile à Ingersoll. Nous allons exercer une pression sur GM car ils doivent honorer leurs engagements et leurs contrats. Pendant ce temps, nous allons veiller à ce que les travailleurs auxquels nous parlons, en les regardant dans les yeux, aient confiance en nous que nous allons défendre leurs emplois. L'honorable député de Brampton West. Monsieur le Président, Stellantis a obtenu 15 milliards de dollars d'argent des contribuables de ce gouvernement libéral. Cela représente 400 dollars pour chaque ménage canadien. Quel est le résultat? 3 000 travailleurs canadiens ont perdu leur emploi alors que la production est délocalisée aux États-Unis. Si c'est cela, la protection des libéraux, eh bien, les Canadiens devraient être alarmés. Le premier ministre va-t-il nous dire exactement combien d'emplois canadiens ont été garantis dans cette entente d'une valeur de 15 milliards de dollars? Ou les libéraux ont-ils simplement écrit un chèque en blanc à Stellantis pour protéger les bénéfices des sociétés et non les travailleurs canadiens? La ministre de l'Industrie, je comprends les frustrations de mon collègue qui vient de la région. Cela étant dit, nous devons revenir aux faits. L'appui donné au secteur dépendait de la production de batteries et cette production vient tout juste de commencer. Donc, ces 15 milliards de dollars n'ont pas encore été investis en totalité. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons très bien négocié le contrat pour appuyer l'usine de Brampton et l'opposition dont les conservateurs auront accès au contrat en comité et ils pourront voir eux-mêmes que nous avons été là pour les travailleurs. L'honorable député d'Essex. Monsieur le Président, le ministre des Finances a donné 10 milliards de dollars à Stellantis pour créer 2500 emplois à Windsor, mais maintenant, Stellantis menace de délocaliser 3000 emplois de Brampton aux États-Unis. Les libéraux ont abandonné les travailleurs du secteur automobile canadien qui ne savent plus comment nourrir leur famille ni assurer leur avenir. Quelle garantie d'emploi les libéraux ont-ils négocié? Et s'ils n'ont rien à cacher, pourquoi ne pas publier les contrats et leurs détails quant aux garanties d'emploi? Responsable du Commerce Canada États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Mr. Speaker, our colleague knows very well. Monsieur le Président, notre collègue sait très bien que nous appuyons les travailleurs du secteur automobile et le secteur automobile au Canada. Cela fait 100 ans que nous fabriquons des véhicules au Canada. Ce secteur manufacturier est très important à toutes les régions du pays. C'est pour cela que nous avons non seulement mis en œuvre des mesures avec nos partenaires au gouvernement de l'Ontario, mais aussi en partenariat avec les syndicats pour appuyer les travailleurs et nous négocions avec les Américains pour obtenir une entente qui est dans l'intérêt de la sécurité à long terme du secteur automobile canadien.
Saint-Laurent, Kiawenrac. Monsieur le Président, depuis 60 ans, à Sainte-Thérèse de Blainville, on fabrique des camions chez Paccard. Mais aujourd'hui, 300 travailleurs viennent d'apprendre qu'ils perdent leur job. C'est ça, la triste réalité des résultats du gouvernement libéral face à Donald Trump. De belles paroles, mais pas d'actions concrètes. Rappelons-nous, Monsieur le Président, ces gens-là se sont fait élire en disant « Elbows up » et puis on va lever tous les tarifs. Ce n'est pas la réalité qui se passe. 300 personnes viennent de perdre leur job. Qu'est-ce que le premier ministre va faire concrètement pour convaincre le premier ministre, M. Trump, que ça n'a aucun bon sens? Et surtout, va-t-il enfin penser aux travailleurs? L'honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour mon collègue et je connais bien l'usine de Paccard. Je l'ai visitée d'ailleurs avec la nouvelle députée de Thérèse de Blainville récemment. J'ai été en contact avec le directeur de l'usine, Steve Anctil, encore hier. Ce sont des mauvaises nouvelles, des nouvelles que nous n'acceptons pas. Nous allons continuer de nous battre pour faire en sorte que non seulement nous allons soutenir nos travailleurs à Sainte-Thérèse, parce qu'en effet, l'usine de Sainte-Thérèse est un fleuron québécois, mais nous allons aussi travailler avec la province de Québec et avec les municipalités au pays parce que nous devons acheter plus de camions faits ici. Nous devons faire en sorte d'acheter davantage d'autobus également faits ici. Nous allons protéger nos emplois. L'honorable député de Fort McMurray, Cold Lake. Hier, la vérificatrice générale a publié un rapport accablant sur l'état de la garde d'enfants au Canada. Malgré avoir dépensé des milliards de dollars sur leur plan de garde d'enfants, la pénurie s'est aggravée au cours des 5 dernières années. Statistique Canada a rapporté que la proportion de parents qui trouvent difficile le fait d'obtenir des places en service de en garderie plutôt a augmenté de 36 en 2020 à 50 en 2025. Seuls les libéraux peuvent dépenser plus pour obtenir moins bien. Le premier ministre va-t-il rendre des comptes pour cette énième promesse rompue? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. C'est vraiment ironique d'entendre une députée conservatrice qui a voté contre le système de garde d'enfants critique le système de garde d'enfants qui existe partout au pays. La vérificatrice générale a dit que les provinces et territoires doivent mieux rapporter les places qui existent en garderie. Nous travaillons avec nos homologues dans les provinces et les territoires pour augmenter le nombre de places en garderie. 16,50 $ la journée, voilà le prix moyen que défraient les familles pour la garde d'enfants. Ce sont d'énormes économies pour les familles canadiennes. L'honorable député de Fort McMurray, Cold Lake. C'est typique des libéraux. Ils rejettent le blâme sur quiconque sauf eux-mêmes. Donc, le premier ministre s'est engagé à bâtir 250 000 nouvelles places en garderie en 5 ans et il en a construit moins que la moitié. Pire encore, ils ne savent pas combien de places sont libres et ne savent pas quelle est la demande auquel on est incapable de répondre. Et en plus, ils manipulent les chiffres. Les provinces mettent en garde le gouvernement fédéral que les places en garderie à 10 $ la journée pourraient disparaître une fois que le financement arrivera à échéance. Comment le premier ministre peut-il justifier d'avoir gaspillé des milliards de dollars alors que les familles se retrouvent sur des listes d'attente? L'honorable ministre des Emplois et des Familles. Une fois de plus, je suis vraiment rassurée d'entendre ma collègue appuyer le système de garde d'enfants. Et c'est une surprise étant donné qu'elle a voté contre à plusieurs reprises. J'ai une rencontre avec le ministre de l'Alberta, mon homologue, cet après-midi pour parler très précisément de cela, comment avancer ensemble, car comme le sait cette députée, la compétence revient aux provinces et aux territoires. La famille moyenne paye 16,50 $ la journée pour une place en garderie. Ce sont d'énormes économies. L'honorable député de Selkirk-Interlake-Eastman. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a conclu que les Forces armées canadiennes n'ont pas recruté ni formé les membres des Forces armées nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles. Elle a dit que nos Forces armées vont peiner à répondre aux menaces, aux urgences et aux conflits et vont peiner à accomplir leur mission. Le rapport a révélé que si nous poursuivons sur cette voie, 13 % des postes ne seront jamais comblés et 69 % d'entre eux ne seront pas comblés avant les 10 prochaines années. Nos adversaires n'attendent pas que le Canada mette de l'ordre dans ses affaires. Comment le ministre de la Défense attend-il à ce que nos forces armées canadiennes puissent honorer ses promesses à l'international et protéger le Canada sans les effectifs nécessaires pour le faire? L'honorable ministre de la Défense. Monsieur le Président, nous remercions la vérificatrice générale de son travail. Alors que nous rebâtissons et réinvestissons dans les Forces armées canadiennes, nous avons amélioré nos processus de recrutement pour embaucher plus de gens plus rapidement. Nous allons moderniser notre processus de recrutement en mettant en place une période de probation. Nous avons amélioré les exigences pour les tests d'aptitude
et nous avons modifié nos normes. Nous avons donné aux Forces armées une augmentation de salaire bien méritée. Il nous reste du travail à faire et nous sommes sur cette voie. L'honorable député de Selkirk-Interlake-Eastman. Mais il a laissé 100 000 Canadiens lui filer entre les doigts. La vérificatrice générale a aussi rapporté hier que la situation s'aggrave après que les membres des Forces armées s'enrôlent. Dans sa conférence de presse, elle a dit que les logements militaires sont dans un état dans lequel nous ne voudrions pas vivre. Et le Comité de la défense a tiré les mêmes conclusions lors de la dernière législature. Rien n'a changé et le rapport a confirmé que la liste d'attente pour les logements militaires est longue de 7 000 personnes. Comment le ministre peut-il dormir la nuit en sachant que nos troupes vivent dans des conditions déplorables et tout ce qu'il peut faire, c'est de recycler une vieille annonce libérale d'ajouter 600 unités de logement militaire alors que nos troupes en ont besoin de 7 000, l'honorable ministre de la Défense. Monsieur le Président, je dors très bien la nuit en raison des hommes et des femmes extraordinaires qui sont dans nos Forces armées canadiennes. Je compte sur eux. Nous rebâtissons et réinvestissons dans les Forces armées canadiennes. Mon collègue le sait. Et pour ce qui est du logement, nous tentons de trouver de nouvelles solutions avec nos partenaires du secteur privé pour que les membres de nos Forces armées aient des logements abordables et sûrs. Pour la première fois de notre histoire, nous avons acheté un complexe d'appartements de 37 unités de logement à Esquimalt. Nous l'avons bâti, en fait, en 5 semaines. C'est une des façons que nous allons loger nos Forces armées. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, nous soulignons la semaine de reconnaissance des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Des professionnels dévoués pour aider nos tout-petits à apprendre, à grandir et à s'épanouir. La petite enfance, c'est une période cruciale pour l'apprentissage de la langue française et pour la construction identitaire. J'aimerais demander à la ministre si elle peut nous parler des mesures que prend notre gouvernement pour appuyer ces éducatrices et éducateurs et ainsi renforcer cette main-d'œuvre essentielle derrière notre système pan-canadien de services de garde abordables. Merci, Monsieur le Président. L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue de Madawaska-Restigouche de souligner le travail exceptionnel des éducateurs et éducatrices de la petite enfance partout au pays. Notre gouvernement a investi plus de $1 milliard pour recruter, former et retenir davantage d'éducateurs. Nous travaillons avec la province et le territoire pour améliorer les salaires et la formation, parce que lorsque nous soutenons les éducateurs, nous soutenons la famille et l'avenir de notre économie. Merci. Bravo. Député de Richmond-Arthabasca. Monsieur le Président, c'est gênant. Le premier ministre ose parler de leçons économiques. Son ministre des Services publics et de l'approvisionnement veut donner des leçons. Deal! Je vais le prendre, le deal. On va laisser les Canadiens et Canadiennes juger. Les faits, le coût de fonctionnement de l'Agence de revenus du Canada, en 2015, 4,1 milliards. 9 ans plus tard, de mauvaise gestion libérale, 6,9 milliards. Ça a augmenté de 70 %. La réponse qu'ils nous donnent aujourd'hui, on va augmenter le budget. Ils n'ont rien compris. C'est l'argent des Canadiens et Canadiennes. Quand est-ce qu'ils vont faire une saine gestion? Yeah! L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, vous voulez savoir ce qui est gênant? Ce qui est gênant, c'est le chef de l'opposition qui va suggérer d'emprisonner ses adversaires politiques. C'est le chef de l'opposition qui s'en va miner l'État de droit au pays. Ce qui est gênant, c'est le chef de l'opposition qui s'en va dénigrer la Gendarmerie royale du Canada. Ça, c'est gênant, Monsieur le Président. Mais ce qui est encore plus gênant, Monsieur le Président, c'est pas que le chef de l'opposition refuse de s'excuser, c'est qu'il y a une centaine de députés derrière lui qui sont pas capables de se lever pour dénoncer ces paroles complètement inadmissibles de la part du chef de l'opposition. Monsieur le Président, son prédécesseur dans Richmond-Arthabasca, il devrait lui parler et prendre son exemple et dénoncer l'inacceptable. L'honorable député de Newmarket-Aurora. Une entreprise qui ne répond pas à ces normes de service dans 95 % des cas ferait faillite. Mais sous ce gouvernement libéral, voilà la norme à l'Agence du revenu du Canada. Et comment les libéraux ont-ils répondu? Ils décident de tenter de régler le problème avec de l'argent.
les coûts ont augmenté de 70 mais néanmoins, 8,6 millions d'appels sont détournants et 83 des réponses données aux individus sont erronées. Même le robot conversationnel de l'ARC s'est trompé 2 fois sur 3. C'est sans espoir. Si ce gouvernement ne peut même pas gérer sa propre agence du revenu, comment les Canadiens peuvent-ils lui faire confiance pour équilibrer un budget? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens méritent un service en temps opportun et un service avec des réponses justes. Nous avons créé un plan de 100 jours suite à la publication du rapport de la vérificatrice générale pour améliorer l'accès aux services et éliminer les retards inacceptables. Nous avons une bonne nouvelle. Depuis l'annonce de ce plan, les niveaux de service ont doublé. 89 des Canadiens ont obtenu des réponses dans un délai de 15 minutes. Ce sont de bonnes nouvelles. Ce rapport aidera l'ARC à améliorer son service et va aider notre gouvernement. L'honorable député de Swift Current Grassland Kindersley. Le rapport de la vérificatrice générale démontre que l'ARC a connu une augmentation des appels détournés de 1 million à 8 millions en une année. Les gens dans le sud-ouest peuvent attendre des heures, même des jours, pour rejoindre un agent et ensuite ils doivent composer avec de longs retards dans le traitement de leurs demandes. Même l'ARC a fait des erreurs et ne répond pas à ces normes de service, même après les avoir diminuées. Et vous recevez souvent des informations erronées lorsque vous les appelez. Avec les libéraux, pourquoi est-il que les Canadiens dépensent toujours plus pour moins? L'honorable secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Je veux m'exprimer clairement. L'ARC donne des informations exactes aux Canadiens dans presque tous les cas. On s'est penché sur un échantillon au printemps dernier avant de dévoiler notre plan de 100 jours et l'ARC passe en revue 100 000 appels par année pour en évaluer l'exactitude et 93 des informations fournies étaient exactes pour ce qui est des impôts des contribuables. L'honorable député de Winnipeg-Sud. Monsieur le Président, Cap Paper fait partie intégrante de la sécurité économique du nord de l'Ontario et appuie 2500 emplois spécialisés et locaux. Mais il y a quelques semaines, la collectivité a été ébranlée par la nouvelle que cette usine allait fermer ses portes, ce qui a dévasté la collectivité, les travailleurs et leurs familles partout dans le nord de l'Ontario. La ministre de l'Industrie peut-elle dire à cette Chambre comment nous appuyons Cap Paper et d'autres industries et comment notre gouvernement défend les travailleurs des métiers spécialisés pour créer des collectivités plus fortes? L'honorable ministre de l'Industrie. J'aimerais remercier mon honorable collègue de son excellent travail et j'aimerais aussi remercier la ministre de l'Emploi et le ministre des Ressources naturelles car nous avons travaillé ensemble pour aider Cap Paper à maintenir ses opérations dans les mois à venir. Grâce aux conversations que nous avons eues avec les représentants de cette entreprise, une chose est claire, ils sont le cœur battant de Kapuskasing et un élément vital de cette collectivité. Grâce au Fonds de réponse stratégique, nous avons pu protéger ces emplois et tous les emplois liés à cette usine, et donc 2500 emplois. L'honorable député de Kenora-Kiwetinong. Après des années de paroles creuses, ce premier ministre continue de rompre cette promesse de lancer des chantiers dans le cercle de feu du nord de l'Ontario. Des milliers d'emplois et des milliards de dollars sont à risque. Et pourtant, les libéraux refusent de démarrer cet important projet. La route ne sera même pas construite avant 2028 et les libéraux ont fait fi de ce projet dans leur liste de priorités nationales, ce qui est une claque au visage des gens de partout dans le nord de l'Ontario. Les libéraux vont-ils cesser leur retard, cesser de rompre leurs promesses et commencer les travaux le plus rapidement possible pour que notre région puisse se mettre au travail? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. À titre de ministre de l'Emploi et des Familles, je suis d'accord. Le cercle de feu est une région très importante du nord de l'Ontario. Nous travaillons avec la province de l'Ontario depuis des années pour créer un plan pour aller de l'avant. Nous avons aussi travaillé d'un concert avec les nations autochtones touchées par ces projets et nous allons continuer à trouver des débouchés dans cette région pour le bénéfice de la région et du Canada.
À l'aéroport Trudeau, la multinationale New West avait un contrat de repas pour Air Canada. Cette compagnie savait qu'elle allait perdre le contrat, mais a quand même fait venir des travailleurs étrangers temporaires avec des permis fermés de 3 ans. Un permis fermé, c'est un truc horrible qui empêche de changer d'employeur. Là, on a 50 personnes qui se retrouvent devant rien. Ils n'ont plus de job et ils n'ont pas le droit d'en trouver une autre. Est-ce que la ministre de l'Immigration va écouter la demande de la CSN et leur accorder un permis de travail ouvert pour qu'ils puissent trouver un nouvel emploi? Bravo. L'honorable ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi de rectifier un peu la situation. Le programme de travailleurs étrangers temporaires vise à permettre aux employeurs canadiens d'embaucher des travailleurs étrangers lorsqu'il n'y a pas de Canadiens ou des résidents permanents qualifiés. Nous continuons de réduire le nombre de travailleurs temporaires et on va travailler avec le membre aussi. Et nous sommes ici pour protéger les Canadiens, mais aussi pour protéger les employeurs et les entreprises qui ont besoin des employés étrangers. Merci beaucoup. Et ceci met fin à la période des questions.